Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, money. Must be funny in the richest girl. Uh-huh. Oh, the richest girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Ils avaient le droit de faire ça? Pourquoi? Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe de Ruder et bon, j'ai eu le plaisir de pouvoir présenter la semaine dernière un projet que je porte depuis longtemps, que je peaufine depuis longtemps, qui s'appelle une monnaie complémentaire pour le bien commun. Et bonjour et merci à Ariane et à Henri de me rejoindre aujourd'hui pour explorer cette proposition. Merci aussi évidemment à Prenez Place qui nous offre leur scène pour pouvoir déployer tout ça. En quelques mots, je vais tâcher de résumer un peu la proposition qui pose évidemment beaucoup de questions parce qu'elle est vraiment hors du cadre de ce à quoi on est habitué. Alors, cette proposition s'appuie sur deux constats importants pour moi. Le premier, c'est le système de création monétaire appuyé sur une dette aujourd'hui et création monétaire effectuée par les banques commerciales. Donc, la monnaie est créée par le crédit consenti par les banques commerciales qui sont des entreprises privées et qui ont donc une obligation de profit, ce qui oblige ou ce qui limite l'accession à la monnaie à une clientèle solvable et à des projets rentables. Donc ça veut dire que tout ce qui relève de ce que j'appelle le bien commun qui par nature n'a pas pour objectif de faire du profit, bien est laissé et confié aux soins de l'État qui l'assume de moins en moins bien d'ailleurs, puisque les recettes fiscales sont boiteuses. On a quand même dans la population française toutes les personnes trop démunies qui ne paient pas d'impôts et toutes les personnes très fortunées qui se débrouillent pour ne pas en payer non plus. Donc il y a de la classe moyenne en fin de compte qui paye et puis cette fiscalité est très souvent redistribuée d'ailleurs vers l'économie pour la soutenir et donc tout ce qu'on appelle service public et biens communs et soins à la nature entre autres sont de plus en plus oubliés, maltraités ou d'ailleurs accaparés par les lobbies industriels et commerciaux qui voient dans le soin aux personnes, l'écologie, des nouveaux marchés potentiels. Et donc, les réponses qu'on donne aux problèmes de notre temps sont très souvent réaccaparées, réorientées à l'intérieur d'une pensée dont la finalité est de faire de l'argent plus que de répondre véritablement aux questions. Et le deuxième point, c'est le point de ce qui me semble essentiel de la réconciliation entre l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. Pour l'instant, c'est au travers du capitalisme, c'est un des travers du capitalisme pour moi, tout le système repose sur la satisfaction des intérêts particuliers, en partant du principe que si ces intérêts particuliers sont satisfaits, ça devrait théoriquement aboutir à une société heureuse et épanouie. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on peut vérifier sur le terrain. Mais ce qui est dommageable, c'est qu'il y a vraiment un conflit aujourd'hui entre intérêt particulier et intérêt collectif. Si on découvrait ou si on disait véritablement, par exemple, j'habite au Canada, si l'État de l'Alberta qui vit principalement des sables bitumineux qui sont extrêmement polluants, si un gouvernement disait, voilà, non, c'est franchement, là, on est en train de trop détruire notre environnement, il faut arrêter cette production, eh bien, aussitôt, il y aura
une levée de boucliers et une révolution sociale, parce qu'il y a plein de personnes qui perdront leur emploi, et ce n'est donc pas possible. Donc, il y a souvent une incompatibilité entre ce que l'on sait que l'on devrait faire, mais l'impossibilité de pouvoir le faire pour des raisons sociales principalement. Donc, il y a là questionnement, et dans tout mon parcours, j'en suis arrivé à l'idée qu'il fallait dédoubler la monnaie, c'est-à-dire qu'il y aurait une monnaie pour servir l'intérêt particulier de l'économie marchande traditionnelle telle qu'on la connaît, et qui serait pour l'Europe l'euro, et chaque pays de la zone euro pourrait avoir une monnaie complémentaire dédiée à la satisfaction du bien commun et qui ne serait pas créée par une dette ou adossée à une dette, mais elle serait adossée à la pertinence des projets sociaux et environnementaux débattus démocratiquement et qui permettrait à ce moment-là de satisfaire à la hauteur qu'il faut le bien commun, mais devant répondre bien sûr à toutes sortes de critères d'équité sociale et de soutenabilité environnementale. Donc en même temps, ça reporte tout le débat sur le pourquoi, le sens de l'action, et c'est le sens qui, là, d'un seul coup, peut inspirer, alors, au travers d'un débat qui va donc déboucher sur un ou des projets, et ces projets, une fois validés, encore une fois, par processus démocratique participatif, eh bien, seraient financés à la hauteur qu'il faut par une monnaie créée sans dette, et tout simplement pour réaliser la finalité. Il est évident que ça pose pas mal de questions. J'ai développé certaines des conditions qui étaient nécessaires. Il faut que ce soit une monnaie qui ne peut pas sortir du territoire pour qu'elle n'ait pas d'influence sur le cours de la monnaie nationale marchande. Il faut qu'elle ait un cours légal pour que tout le monde ait l'obligation de l'accepter, parce que créer une monnaie, c'est très facile, c'est la faire accepter qu'il l'est moins. Donc on le sait bien d'ailleurs dans l'exercice des monnaies locales complémentaires. Et ce serait une monnaie qui serait fléchée vers une production et une consommation répondant à des critères particuliers qui se traduiraient par des labels d'acceptabilité ou d'accession par cette monnaie. Voilà, je vais en rester là. C'est sûr que vous avez beaucoup plus de détails au travers de la présentation que j'ai faite l'autre jour. Vous avez le lien de cette présentation orale. Vous l'avez aussi sur mon site web lhed.fr dans la partie politique. Il y a une rubrique qui s'appelle politique où je présente la monnaie de bien commun. Voilà. Et donc je vais passer la parole soit à Henri, soit à Ariane pour voir s'il y a les questions ou les interrogations qui se posent. Merci Philippe. Moi je veux bien commencer si ça te va, Henri, à réagir en fait à cette proposition, hein, comme ça nous a été demandé. Alors tout d'abord, moi je suis ravie de voir que cette question-là, de remettre vraiment en débat la création monétaire à l'heure actuelle, vraiment c'est en train d'infuser auprès du grand public et aussi des institutions. Et sur ce point-là de proposition finalement de désencastrer la création monétaire de la dette, il y a de plus en plus de projets qui émergent et la proposition que fait Philippe est très proche finalement d'autres propositions qui sont apparues là dans le débat public ces derniers temps et ces derniers mois en particulier. Donc cette année, il y a un livre de Dufresne et Grandjean qui s'appelle La monnaie écologique qui est sorti et qui dit bien que la création monétaire, notamment par la Banque centrale, devrait vraiment se désengager de la dette. Donc il parle aussi de monnaie volontaire qui serait émise volontairement par la Banque centrale et pour financer notamment des projets de transition écologique. Il y a aussi une note de l'Institut Veblen qui est sortie là en mai 2021 de Coupé-Soubeyran et de Landre et qui propose, là aussi ce sont des propositions qui sont très proches, qui touchent aussi la création monétaire par la Banque centrale. Et puis il y a quelques années, il y a aussi une proposition
Jérôme Blanc et Péry Saint-Faber et Espagne, qui était sorti donc en 2015 et qui proposait, alors c'est là où moi je voudrais commencer à rentrer en dialogue avec toi, Philippe, là-dessus, qui proposait plutôt d'associer et de coupler dès le début, de s'appuyer en fait sur les monnaies locales déjà existantes pour proposer des nouveaux schémas de création monétaire. Alors, je voudrais juste dire voilà, 2 mots sur ces projets-là, et puis avant de vraiment te poser quelques questions, Philippe. L'idée, en fait, et la différence, c'est que dans les projets donc, de Coupé Soubeyran de l'Arbre et puis Dufresne et Grandjean, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, la Banque centrale ou une autre institution qui serait, parce que là aussi, il y a des questions de démocratie, qui serait redevenus des espaces démocratiques, comme tu le dis bien, Philippe, avec des débats, des choix qui seraient collectifs, et non pas imposés du haut vers le bas. Dans ce type d'institution, il y aurait la question de reprendre en main la création monétaire et que les unités créées ne soient plus dépendantes de la dette, donc ne soient pas remboursables. C'est vraiment ça l'idée, et surtout pas dépendantes des questions de rentabilité financière. Donc on sortirait et de la dette et de cette injonction à la rentabilité financière. La différence, c'est que dans les 2 projets que je viens de citer, l'émission monétaire le serait toujours en unité de monnaie standard. Donc, on émettrait toujours des euros, notamment sur la zone euro, pour financer de la transition écologique-énergétique ou autre, d'ailleurs, ou sociale. La différence entre les 2 projets de Soubeyran et puis Dufresne et Grandjean, c'est que chez Soubeyran et Delande, en fait, il n'y a pas de fléchage. Par contre, il y a une émission pour financer du bien commun, mais voilà, qui est plus large et qui devrait être débattu, donc qui n'est pas forcément fléché transition écologique, énergétique, etc. Alors, c'est la différence avec ce que tu proposes, toi, c'est ça. Pour moi, c'est la labellisation dans une unité monétaire qui, dans ton projet à toi, par contre, est dans une unité spécifique qui serait une unité de bien commun, donc à définir, effectivement, comment on l'appellerait, l'éco, ou on s'en fiche. Et comme tu dis, qu'il y aurait la spécificité de ne pas être, justement, transférable en unité standard. Et pour moi, ça, c'est un point très important, parce que ça évite la fongibilité, justement, ça évite des effets rebonds, ça veut dire ça évite que, comme tu l'as bien expliqué, la monnaie échappe, la monnaie sort du réseau et retourne à la spéculation, etc. Ce qui est le danger, évidemment, quand on crée une monnaie. Si on crée une monnaie volontaire, mais qui est toujours libellée en euros, on a ce risque-là que, de toute façon, les gens la mettent de côté et finalement la fassent fructifier sur des marchés, alors que ta monnaie, on la libelle dans une autre unité. Et c'est aussi l'avantage des monnaies locales. Et donc, comme elle ne peut pas être utilisée dans ces circuits-là, elle ne peut pas s'échapper. En gros, donc, elle va circuler et en ça, créer beaucoup plus de valeur où elle est. Alors, ça, moi, ça me semble un point important et un gros avantage de ce projet, par exemple, par rapport à d'autres qui libellent en monnaie standard. Et par contre, moi, j'ai 2 questions fondamentales là-dessus. La première, c'est dans ton projet global, tu proposes que ce soit au niveau national. Donc moi, je voudrais te questionner sur l'échelle, la bonne échelle, justement. Est-ce que ce n'est pas plutôt territorial? C'est vrai, quand on parle là de résilience des territoires, etc., on a plutôt tendance à penser que la bonne échelle à laquelle raisonner pour les choses, c'est plutôt l'échelle du territoire et non pas l'échelle nationale. Donc, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Et puis, justement, dans les options possibles que tu proposes dans ton projet, il y a justement celle de s'appuyer sur le réseau des monnaies locales déjà instituées. On a la chance en France d'avoir un réseau qui est extrêmement dense maintenant, qui est 82 monnaies locales quand même, qui circulent d'après Jérôme Blanc et son enquête de 2019 sur notre territoire, et qui déjà, quelque part, moi, me semble proposer une sorte de label. Alors justement, on est d'accord que ce n'est pas un label officiel, que ce n'est pas encore très débattu publiquement, mais quand même, il y a une charte des valeurs qui est signée, il y a des prestataires qui s'engagent à la respecter, etc. Est-ce qu'on n'a pas déjà, à travers les monnaies locales, ce travail-là, entre guillemets, qui est déjà fait? Et est-ce que ça ne serait pas plus
efficace de se baser là-dessus au niveau de l'échelle territoriale, pour l'échelle, et puis déjà le réseau qui est déjà constitué. Et puis, tu l'évoques aussi, il y a une question de coût carbone évité. Donc, il y a une idée qui, moi, me séduit beaucoup, qui est l'idée de ne pas seulement financer des nouveaux projets, investissements verts, etc., qui vont, soi-disant, par notamment la technologie, résoudre nos problèmes, mais aussi de valoriser des comportements qui évitent justement d'abîmer ou le vivant. Et je voulais savoir, voilà, comment tu envisages ça, par quel type de biais est-ce qu'on pourrait éventuellement rétribuer des gens en bien commun pour du coût carbone évité. Et c'est notamment ce que proposaient en 2015 donc, les auteurs que j'ai cités, Blanc, Péry Saint-Faber et Espagne, en conditionnant, ce qui serait possible de faire, c'est conditionner l'émission d'unités de monnaie locale à des coûts carbone évités. Donc, des comportements de gens qui se mettraient à faire moins de choses plutôt que de proposer toujours des nouveaux projets. Et je voulais avoir du coup ton sentiment sur ces différents points. Merci beaucoup. Ah, Philippe, on t'entend pas, tu n'as pas mis ton micro. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Bon, j'espère que je me souviens de tout. La dimension nationale, c'est par simplicité et pragmatisme, je dirais. Tu as tout à fait raison, je pense, de dire que la dimension territoriale serait meilleure. C'est tout simplement parce que je pars du principe, pourquoi national? C'est parce que je vois qu'on est ficelé dans des traités au niveau international, parce que dans certaines autres propositions, il y a des visions de monnaie mondiale, par exemple, de monnaie de zone, par exemple comme la zone euro, des choses comme ça, mais je vois que les traités internationaux sont extrêmement difficiles à faire bouger, donc il y a une certaine urgence malgré tout dans nos problèmes actuels. Donc je me suis dit, ramenons ça sans sortir de l'Europe, par exemple, mais ramenons ça à la dimension nationale, où là, seule la volonté politique, si elle existe, aura plus de facilité à jouer, parce qu'on ne se met pas en contradiction avec quoi que ce soit, on décide de prendre soin des gens et de la nature d'une autre façon. Ça fera peut-être du bruit dans Landerneau, mais je pense que dans ce cas-là, il y aura un phénomène de mimétisme qui ferait que d'autres pays rentreraient dans la danse. Donc voilà, c'est tout simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui serait plus facile à mettre en œuvre au niveau d'un pays qu'au niveau international. Et après, lorsque je prends à l'intérieur du pays, si c'est le territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ces monnaies aient pouvoir légal, pour avoir l'obligation légale d'être acceptées, parce qu'on le voit bien dans nos monnaies locales. Toutes les difficultés, c'est que c'est des monnaies qui sont laissées au libre choix, aux libre utilisation des acteurs, que ce soit des commerçants, que ce soit des citoyens. Or, c'est là où il y a quand même une inertie, un poids à développer un réseau d'échanges. Et donc, comme je disais tout à l'heure, créer des monnaies et des monnaies locales, oui, la créer, c'est très facile. La faire accepter, c'est autre chose. Donc voilà, c'était par pragmatisme que j'ai choisi cette échelle, tout en me disant que ce serait beaucoup plus intéressant si ces monnaies locales ou territoriales pouvaient avoir pouvoir légal également. Alors pourquoi pas, on pourrait à ce moment-là mieux répondre certainement d'une façon beaucoup plus fine et beaucoup plus pertinente aux questions qui se posent. L'autre question, le deuxième aspect, je l'ai déjà oublié. Je sais plus, il y avait l'aspect territorial, il y avait l'aspect des monnaies locales, je pense y avoir répondu. Qu'est-ce que c'est tout? Quelle était ton autre question? Mais justement, c'était sur le côté, par rapport aux autres projets, étant donné que toi, tu proposes une labellisation dans une monnaie spécifique, quels en sont vraiment les avantages? Pourquoi tu ne proposes pas, comme certains autres, que ce soit émis en euros, tout simplement? De nouveau, les autres auteurs le font pour des raisons d'acceptabilité, en pensant que pour l'instant,
une monnaie complémentaire, c'est pas encore trop dans la mentalité globale, et qu'un premier point, c'est peut-être déjà de proposer une autre forme d'émission de monnaie standard avant de pouvoir aller vers de la complémentarité. Mais bon, toi, dans ton projet, tu proposes directement que ce soit libellé dans une autre unité. Donc, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je sais que les monnaies complémentaires font un peu tousser les économistes en règle générale, parce qu'ils sont attachés à la loi de Gresham qui veut que la mauvaise monnaie chasse la bonne, et que deux monnaies, c'est très compliqué, que ça ne peut pas marcher. Donc, il y a une espèce d'a priori de la part des économistes sur la pertinence de deux monnaies qui fonctionnent. Mais effectivement, dans les autres projets qui existent, souvent on tâche de résoudre la question avec la même monnaie, sauf que là, on ne joue a priori déjà que sur l'offre. C'est-à-dire que voilà, ok, on va avoir une banque ou un organisme quelconque qui va émettre de la monnaie sans dette pour répondre par exemple, au réchauffement climatique ou que sais-je, peu importe. Mais même si l'action au départ qui est financée, l'action de départ financée par cette monnaie se retrouve après dans les poches de monsieur et madame tout le monde. Et s'il n'y a pas de changement de mentalité, s'il n'y a pas d'incitatif à aller vers une consommation plus responsable, en fin de compte, on n'aura fait que de soutenir une belle intention au départ, mais qui risque d'être gâchée par du tout et n'importe quoi par la suite dans l'usage. Et donc, moi, je suis très attaché justement au fléchage, parce que je me dis, oui, il faut soutenir et financer les offres au départ, mais il faut que ce soit accompagné par une demande qui est dans le même esprit. Et là, ça ne peut que passer par un fléchage, mais un fléchage qui demande toute une réflexion préalable, parce que y a tout un débat à organiser, et là, c'est en partant du local en particulier, sur quels sont les critères de labellisation. Si on veut labelliser des produits qui seront exclusivement payables par cette monnaie, quels sont ces critères environnementaux, ces critères sociaux? Donc, il y a toute une réflexion à avoir. Donc, réfléchir dans l'idéal sur les critères d'exigibilité, mais ensuite, il faut comparer ces critères avec l'existant, parce que si on est trop exigeant et si rien n'existe sur le terrain, ben voilà, ce sera un vœu pieux, mais en fin de compte, les personnes qui seraient rémunérées avec cette monnaie ne pourraient accéder à rien du tout. Donc, il faut vérifier l'adéquation qu'il y a entre les critères de labellisation et l'existant sur le terrain, tout en allant peut-être tous les 3 ans, par exemple, de réviser ces critères pour accompagner en même temps l'existant à évoluer dans ses pratiques pour atteindre cet idéal a priori. Et donc, les personnes qui sont rémunérées avec cette monnaie, ça répond à ta troisième question, qui est, là, je n'ai pas focalisé la rémunération des personnes sur un comportement particulier, mais à partir du moment où elles le choisissent dès le départ, elles choisissent, par exemple, d'être dans une activité qui va être payée par cette monnaie. C'est un choix qui sait qu'elle l'engage dans un mode de consommation plus restrictif et plus exigeant que les personnes qui sont payées en euros, par exemple. Donc, pour moi, la réponse à la troisième question est contenue dans le principe général, et pas uniquement liée à l'émission carbone. Elle est liée d'abord et avant tout au respect de la planète, sachant que tout ça doit aller en progression et il faut éviter justement les ruptures. Si toutes les difficultés qu'il pourra y avoir à rentrer ou admettre une proposition de ce genre, c'est dans la peur des ruptures, des privations, de perte de qualité de vie, alors qu'en fait, ça doit se traduire par une amélioration de qualité de vie. Et je pense en particulier à toutes les personnes qui aujourd'hui soit s'ennuient dans leur travail, soit n'ont pas d'emploi et sont marginalisées, et ces personnes qui trouveront certainement dans une proposition de ce genre des activités qui n'existent pas aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'il n'y a pas de marché, mais qui demain sont des activités qui pourront se développer parce qu'il n'y aura plus
cet objectif de rentabilité ou cette recherche de financement ou de budget, encore une fois, c'est la pertinence des projets qui permettra d'émettre la monnaie, et il y aura toutes sortes d'activités qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront et qui redonneront une âme et une utilité et un sentiment de dignité et d'utilité sociale à toutes sortes de personnes qui, pour le moment, voilà, n'existent pas ou peu au niveau social ou dans la société. Merci Philippe. Je vais laisser la parole à Henri. Oui, bonsoir à tout le monde. Henri, alors, je vais, moi, à la différence de Ariane et de Philippe, je découvre les questions monétaires quand même il y a relativement peu de temps, alors que je sais que Philippe y réfléchit depuis une bonne vingtaine d'années, et puis Ariane est économiste de formation. Donc, je vais essayer de poser des questions assez simples et de faire des réflexions que tout un chacun est amené à se faire quand on commence vraiment à se tourner vers les questions monétaires. Alors, la première chose, je rejoins tout de suite Ariane sur le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à la monnaie, c'est que on commence à en entendre parler de plus en plus, et notamment on arrive sur la problématique de la création monétaire. C'est vrai que la plupart des gens encore maintenant, mais de moins en moins, ont quand même globalement aucune idée de la façon dont la monnaie est créée, d'où vient la monnaie. En fait, on est tous usagers, utilisateurs, on a grandi avec, mais bon, on ne s'est pas posé ces questions-là et on ne nous a pas aidés on ne nous a pas incités à nous les poser. Or, c'est un point qui est absolument essentiel, et c'est vrai que dès qu'on commence à s'interroger, il y a un moment où on se demande mais vraiment d'où vient la monnaie. Et donc, ça c'est un point qu'il faut absolument rendre central dans toutes les réflexions qu'on peut avoir sur la monnaie. Donc merci à Prenez Place, merci à vous vraiment de revenir là-dessus. Ça c'est un premier point très important. Le deuxième point qui m'intéresse beaucoup dans la proposition de Philippe, qui me parle beaucoup, c'est de réintroduire la notion de pluralité monétaire, c'est-à-dire d'avoir plusieurs niveaux de monnaie. En fait, là aussi, on a tous grandi avec un petit peu l'idée d'une monnaie unique. Enfin, on est de générations qui ont tous été un petit peu habitués à ce principe-là, alors que dans l'histoire, déjà, c'était pas du tout le cas. Il y avait une pluralité monétaire qui était très très importante, et que aujourd'hui, on peut commencer à voir vraiment tous les défauts d'avoir tous les défauts de la monnaie unique, en fait, tous les inconvénients et puis tous les effets vraiment délétères de ces monnaies, de cette monnaie unique qu'on nous a imposée en Europe, par exemple, ou du dollar qui est vraiment hégémonique depuis plusieurs décennies, etc. Donc, l'idée de la pluralité monétaire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que c'est probablement une des clés pour avoir un système beaucoup plus résilient, qui sera beaucoup moins sujet aux crises, qui sera beaucoup plus résistant finalement dans la durée, si on retournait vers un système avec plusieurs sortes de monnaies, plusieurs niveaux de monnaie. Et donc ça, c'est là-dessus vraiment merci Philippe, parce que de réintroduire ça, parce que moi je suis convaincu que c'est la bonne voie, la bonne piste. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que on a, contrairement aux époques plus reculées où on s'est longtemps appuyé sur des objets, des métaux précieux, évidemment l'or en premier, là on a maintenant depuis plusieurs décennies, on a affaire à de la monnaie qui est devenue essentiellement virtuelle, qui est scripturale et si vous voulez, cette monnaie-là, comme tu l'as dit, Philippe, dans des vidéos qui datent maintenant un peu, mais c'est une énorme opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que cet outil, qui est quand même un outil fabriqué par l'humain, la monnaie, quand on la rend scripturale,
comme c'est le cas aujourd'hui, finalement, on peut en faire quasiment ce qu'on veut. On n'est même plus limité par le côté physique de l'or qu'il faut stocker, qu'il faut accumuler, qu'il faut échanger, etc. Et donc, on a un potentiel absolument énorme pour relever les défis que peut avoir l'humanité. Et là, je pense qu'on s'accorde tous pour dire qu'on manque pas de défis quand même. Et donc, ça rejoint la question de la création monétaire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un outil dont on se rend compte qu'on peut en faire quasiment ce qu'on veut parce qu'on pourrait créer de la monnaie quasiment infinie. Alors, attention, bien sûr, plus il y a de monnaie, plus on risque d'entraîner l'inflation. Je parle pas de ça. Mais on pourrait, à bon escient, créer pour certains projets quasiment sans limite de la monnaie. Et il y a évidemment ce principe-là dans ton projet, Philippe. Et d'un autre côté, on voit bien que c'est quand même directement lié à qui possède le pouvoir de décider de créer cette monnaie. Voilà. Donc, je dirais, ça, c'est vraiment, à mon avis, la bonne voie pour essayer d'avancer. Évidemment, les solutions ne sont pas forcément simples, sinon ça fait longtemps qu'elles seraient mises en place, mais voilà, je vais pas trop m'étendre. Je dirais que déjà ces 3 points-là, c'est des points qui sont absolument essentiels quand on commence à s'interroger sur l'outil monétaire, et il faut s'interroger sur l'outil monétaire parce que on a beau retourner les problèmes dans tous les sens aujourd'hui, à chaque fois, pour chaque problématique, on arrive très vite au volet monétaire du problème et on se rend compte que l'outil monétaire est en partie en cause dans le problème auquel on est confronté. Ce que je vous dis, c'est très général, mais on peut prendre n'importe quel exemple, que ce soit des exemples sociaux, que ce soit des exemples d'ordre écologique, quand on pense à la santé, etc., très rapidement, on se rend compte que c'est au niveau du financement, au niveau de l'outil monétaire que ça coince et qu'on est confronté au problème. Et pensez au chômage, on peut le décliner de façon quasi infinie dans nos modes de vie modernes, dans nos sociétés modernes telles qu'elles sont organisées. Donc l'outil monétaire est absolument central et c'est vraiment bien que les gens s'en rendent de plus en plus compte. Et quand on réfléchit là-dessus, la création monétaire, la pluralité monétaire et ce potentiel, ce levier que représente l'outil monétaire pour pouvoir répondre aux enjeux, aux défis qu'on a tous devant nous, c'est vraiment la bonne piste. Voilà, je m'arrête là, on prendra la parole tout à l'heure. Philippe, ton micro. J'oublie systématiquement. Voilà, merci pour ce partage et ce soutien en même temps. Oui, c'est sûr que la question monétaire est essentielle. Elle deviendra, à mon avis, de plus en plus essentielle parce qu'elle nous interpelle beaucoup aujourd'hui. Bon, il y a eu la crise financière il y a une dizaine d'années. Il y a aujourd'hui les milliards qui pleuvent because Covid et chamboulement de toute notre économie. Je voudrais préciser une chose sur cet aspect monétaire et pour moi l'utilité d'avoir de monnaie. Je parlais tout à l'heure de l'intérêt particulier. Pour moi, qu'un particulier, l'action d'un particulier peut se mesurer en monnaie ou doit même se mesurer en monnaie parce qu'on est tous des acteurs, individus, dans une globalité et chacun fait une part. Et donc, pour échanger nos productions et les richesses, et quand je parle de production, ce n'est pas uniquement de la production marchande, mais pour échanger nos richesses, eh bien, cet outil de référence facilite les échanges. Et ce n'est pas non plus mauvais dans mon esprit que la création monétaire soit adossée à une dette, parce que si je m'engage dans une activité dont le but est de gagner ma vie, eh bien, c'est le risque que n'importe quel être humain engage et
ben voilà, la société ou une banque ou une institution va m'aider dans ce projet, mais si ce projet échoue, bon, ben voilà, je passerai à autre chose et il n'est pas anormal, selon moi, que la création monétaire, à ce niveau-là, dans l'action individuelle, soit organisée par la dette, parce que ça permet d'avoir une bonne coïncidence entre l'offre et la demande de monnaie. J'ai besoin de monnaie pour créer une entreprise. La société me fait confiance, ou une banque, une institution me fait confiance, ou des actionnaires me font confiance à une banque, et donc soutient ce projet. Bon, voilà, le jeu m'a l'air sain. Là où ça devient malsain, pour moi, c'est lorsqu'on pose, par exemple, la question de l'éducation de nos enfants, de la santé publique, de la justice, de la soutenabilité de nos projets, etc. Là, le but, la finalité de ces actions-là ne devrait pas être le profit, ne sont pas monétaires. C'est de soigner les gens, c'est d'éduquer nos enfants, c'est ceci, etc. Donc, c'est le fond, c'est toute la réflexion, c'est tout le sens. Comment nous, êtres humains, on imagine les meilleures façons de pouvoir accompagner nos enfants dans la vie, ou nos anciens vers leur dernière demeure, etc., etc. Là, c'est vraiment le sens que l'on donne. Et on est là, il n'est pas du tout normal que l'action soit évaluée selon avec le même outil ou dans la même démarche. La dette nous emprisonne parce que justement, on est beaucoup plus restreint et comme on ne peut pas dire que ça va gagner de l'argent et qu'on va pouvoir rembourser cette dette, voilà, on s'emprisonne et toutes sortes de projets qui seraient utiles aujourd'hui ne voient pas le jour parce que il n'y a pas le financement. Et je crois que c'est d'autant plus criant aujourd'hui qu'on a développé nos moyens de production et qu'on voit les technologies qui évoluent et qui se créent tous les jours, qui nous donnent des moyens absolument considérables, mais des moyens qui frisent. Non, ils l'ont déjà dépassé la démesure. C'est-à-dire que l'activité humaine, quand elle était autrefois concentrée sur la survie, voilà, il n'y a pas d'autre à chercher d'autre chose. Tandis qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la créativité humaine, avec toutes les technologies et les connaissances humaines, peuvent dépasser de loin, justement, et c'est ce qu'on est en train de vérifier dans notre vécu, peuvent dépasser de loin ce que peut supporter même le vivant. Et donc là, il n'y a plus de conjugaison possible. Il faut vraiment qu'il y ait au moins une deuxième monnaie, voire tout un ensemble de monnaies, parce que faut quand même rester riche de l'enseignement de nos monnaies locales, qui sont vraiment les premiers pas vers quelque chose de beaucoup plus soutenable et de beaucoup plus éthique. Le seul obstacle que je voyais dans ces monnaies locales pour l'instant, c'est justement l'acceptabilité de ces monnaies, parce qu'on s'aperçoit dans les monnaies locales qu'on a, au-delà d'un certain seuil de personnes qui se posent des questions sur la société, on a beaucoup de mal à avoir un discours qui démontre la pertinence de ces monnaies locales. Même dans les monnaies locales qui sont les plus performantes, on arrive vite à un nombre d'utilisateurs qui pourraient faire beaucoup mieux. Donc voilà, il y a une évolution de la conscience qui est là, mais qui a besoin de élever le plafond. Et c'est toute une affaire d'évolution de la conscience qui se joue au travers de ça. Et je trouve que la monnaie est un excellent miroir des possibles et en même temps des freins qui nous habitent. Ariane, tu voulais intervenir ? Oui, sur deux choses. La première, c'est que là, moi, je te rejoins complètement, Philippe, là-dessus. C'est que la diversité monétaire, elle est fondamentale parce que, ou du moins la diversité des modes et des types de création monétaire, puisque comment on peut espérer maintenir, voire s'étoffer un secteur non marchand avec une création monétaire qui n'est basée que sur l'ordre marchand et que sur la rentabilité financière. Je veux dire, c'est complètement antinomique. Et je rejoins aussi Henri par rapport à ce qu'il disait historiquement.
c'est vrai que il y a toujours eu normalement des monnaies dédiées à ce secteur, ou une création monétaire qui est dédiée à un secteur non marchand, et qu'on est en train de perdre, hein, et qu'on a vu disparaître, et c'est aussi pour ça qu'on va vraiment droit dans le mur. Donc ce retour vraiment à cette espèce de sagesse d'émissions différentes de monnaie sur des critères différents pour maintenir une diversité économique, en fait. Diversité économique dont on a fondamentalement besoin pour être résilient, pour que le système soit résilient. Donc voilà. Et je voulais vraiment dans ce sens-là, parce que je suis vraiment aussi convaincue par cette idée de complémentarité, de diversité qui est fondamentale pour qu'on puisse se maintenir. Et là où je voulais t'interroger aussi, Philippe, hein, parce qu'il faut bien qu'on mette un peu de grain de sable dans les discours et dans ta machine, c'était que moi, je pense que je suis un petit peu plus sceptique, par contre, par une solution, et ça rejoint un peu la question que je vois arriver sur l'écran, par les solutions centralisées. Je suis assez pessimiste sur le fait qu'on pourrait avoir une réforme des institutions qui deviendrait enfin démocratique. Je veux dire, la finance a tellement infusé partout, dans le politique, dans l'économique. On a une financiarisation, y compris donc de la création monétaire, que je vois mal comment on change le braquet et on va pouvoir remettre de la démocratie dans des institutions qui n'en ont plus. Donc c'est pour ça que moi, je suis plus partante, disons plus convaincue, par des solutions décentralisées émanant véritablement des mouvements citoyens et des communautés citoyennes qui vont par le bas peut-être pouvoir, est-ce que tu disais, avec changement de mentalité en travaillant sur le terrain, etc., faire émerger de nouvelles institutions, mais qu'on n'a pas encore. Et donc voilà, cette idée de top-down, encore une fois, tu vois, de dire, bon, bah, on va mettre en place d'un point de vue centralisé des institutions démocratiques qui vont enfin pouvoir permettre de faire ça. Moi, je suis assez pessimiste sur ce point-là. Donc, c'était ma première question ou critique vis-à-vis de ton système qui est centralisé, hein, le fait est. Et le deuxième point, c'était sur la hiérarchisation des valeurs, justement, et de la valeur travail. Moi, je préfère appeler ça la valeur emploi, dès lors qu'on est rémunéré contre une activité qu'on fait. Et le fait que ta proposition, c'est cette monnaie des communs, elle est quand même adossée et elle est à parité 1 pour 1, comme les monnaies locales, par rapport aux monnaies standards. Ce qui fait que toute la hiérarchie de la création de la valeur ajoutée, par contre, tu ne la remets pas en question. Donc, à travers ça. Et ça, pour moi, c'est une critique fondamentale. Et c'est d'ailleurs, pour moi, un des grands avantages de certaines crypto-monnaies qui se mettent à créer de la valeur, hein, et des unités sur d'autres protocoles que la dette, etc., et qui vont remettre ça en question. Alors, dans ta proposition, il y a aussi l'idée de rémunérer des gens en monnaie des communs qui se lancent dans une transition personnelle, hein, pour changer d'emploi, essayer de faire autre chose, avoir des projets plus respectueux du vivant, etc. Et je me disais, bah, finalement, si ce qui leur est versé comme allocation est suffisante pour vivre et vivre décemment, etc., un peu comme un revenu d'existence, sauf que là, c'est conditionnel quand même au fait de changer de voie, de changer d'emploi. Est-ce qu'on peut espérer justement un coup de pied dans cette fourmilière des valeurs et qu'enfin, les emplois qu'on a bien découverts maintenant comme étant absolument essentiels avec la crise Covid, etc., et qui sont très, très peu rémunérés et très, très peu valorisés dans nos sociétés, est-ce qu'à travers cette monnaie-là que tu proposes, même si c'est adossé 1 pour 1 aux monnaies standards, est-ce qu'on pourrait quand même espérer un retournement de la rémunération et donc de la création de valeur dans nos sociétés avec enfin une réhabilitation de tous ces boulots qui sont collectivement hyper essentiels et qui sont très, 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 très mal valorisés dans le système actuel de la hiérarchisation de la création de la valeur ajoutée. Voilà. Merci Philippe. Le micro, attention. Voilà, c'est mieux. Donc, centralisation et hiérarchie des valeurs. Ouais, alors centralisation, dans mon esprit, c'est centralisé et décentralisé. C'est centralisé sur le plan technique, c'est-à-dire que j'imagine un organisme d'émission monétaire, effectivement, public, hein, Banque de France, peu importe, une institution, mais sous mandat et contrôle citoyen. C'est-à-dire que pour moi, il y a nécessairement, pour qu'un projet de ce genre puisse être vraiment pertinent,
il faut qu'il y ait une démocratie participative qui soit par derrière, c'est-à-dire que toutes les décisions partent du local pour aller vers le global. C'est la validation des projets démocratiquement débattus et votés qui va déclencher l'émission monétaire. Donc, c'est pas une institution, c'est pas un État, c'est pas une banque qui va décider, ah ben oui, tel projet, je finance ou autre. Là, ce ne sont pas des organismes décisionnaires. La décision, elle est prise dans un jeu de décision du local jusqu'au national, donc dans un débat public. Donc, pour moi, c'est le sens et la décision qui est complètement décentralisée. Et l'outil d'émission monétaire et de gestion des flux, etc., la machine technique, elle est centralisée dans un organisme, mais sous contrôle et mandat citoyen. Bon, c'est ma vision des choses pour l'instant, mais ça pourrait très bien, ça sont des questions qui peuvent très bien être revisitées. Encore une fois, ce qui me semble important, c'est le sens. Hein. Pour moi, tout repose dans le sens. Aujourd'hui, hein, quand on a un projet, ben, il faut tout de suite que j'ai un budget. Donc, c'est l'enveloppe qui conditionne le budget, alors que là, c'est le projet qui va conditionner l'émission monétaire. On est dans une démarche différente. Et là, pour ta deuxième question, si tant est que j'ai répondu à la première, pour la deuxième question, c'est vrai que je n'ai pas vraiment développé le sujet. Oui, on est à 1 pour 1, 1 euro égale unité de monnaie complémentaire, tout ça pour des facilités d'utilisation, mais ça n'interdit absolument pas de revoir la logique de la rémunération, de la valeur exprimée par chacun. Et justement, on est aujourd'hui dans une société, il y a pour moi un exemple qui est frappant, les personnes les plus riches au monde, c'est des personnes qui sont dans la banque ou dans la finance, et les plus pauvres, ce sont les paysans. Donc ceux qui nous nourrissent, ceux qui tous les jours nous nourrissent, eh bien, ce sont les plus pauvres de la planète. Bon. Et donc, la Covid nous révèle aujourd'hui que toutes ces personnes, ces premiers de corvée, comme on dit, qui sont très mal considérés, très mal payés, sur catapulte en permanence, eh bien, sont des personnes qui sont tout à fait essentielles à la cohésion sociale. Et là, moi, dans ce projet, j'imagine très bien qu'il puisse y avoir un minimum, un salaire minimum qui soit tout à fait décent pour permettre à toute personne de pouvoir avoir accès à tout ce qui permet l'épanouissement de la vie, mais qui est aussi une rémunération maximum. C'est-à-dire que là, on est dans un domaine, de même qu'on a une consommation qui est fléchée, on peut avoir un mode de reconnaissance de la richesse produite par chacun qui soit réévalué tant en minimum qu'en maximum, pour qu'on évolue juste à l'intérieur d'une fourchette assez étroite, qui ne m'appartient pas de définir. Ça, ce sont des sujets de société. Si le principe était retenu, eh bien, ce serait dans cette idée que je pourrais aller, avec ce que je n'aborde pas non plus, l'idée d'introduction d'un revenu d'existence. Mais sur cet aspect, je suis encore très hésitant, parce que je me dis que pour l'instant, si dans le système actuel, on introduisait un revenu d'existence, il pourrait certes apporter un pouvoir d'achat et certainement un mieux-être pour les personnes qui sont les plus démunies, mais ça pourrait avoir des conséquences ou une aggravation de la destruction environnementale par une consommation mal orientée. On ne peut pas en vouloir aux personnes qui ont été privées de se précipiter sur tout ce qui pourrait leur faire plaisir. Mais ça pourrait avoir, quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de millions de personnes qui sont dans ce cas, ça pourrait avoir des conséquences très graves. Et pour moi, la première question, c'est de redonner de la dignité aux gens. Tous ces gens qui sont oubliés, tous ces gens qui sont marginalisés, tous ces gens qui sont en colère, il faut qu'ils puissent être reconnus. C'est, à mon avis, alors c'est pas plus important d'avoir un salaire, il faut surtout pas les oublier et il faut pouvoir leur donner le moyen de vivre. Mais c'est pour ça que je vois dans ce genre de proposition la possibilité de tendre la perche à toutes ces personnes-là en leur disant « Regardez toutes les activités qu'on peut vous offrir et dans lesquelles vous serez bien rémunérés. » Et donc, où il peut y avoir dignité et rémunération, toujours à l'intérieur d'un emploi pour le moment, mais pouvant aller, dès qu'on va vers une société plus saine et plus en meilleure santé dans tous les sens, vers
une déconnexion entre l'activité professionnelle, je dirais, et la rémunération, pour qu'il y ait une véritable prise de conscience que la première richesse, elle est dans la vie, et que c'est dans la reconnaissance de la personne, de l'être vivant, que le vivant est notre professionnel, que l'expression de notre unicité, quelle qu'elle soit, est notre premier salaire quand on a la chance de pouvoir être en symbiose avec elle. Merci Philippe. À mon tour, je vais repartir de la critique que formulait Ariane sur le côté un petit peu centralisé de ta proposition. Alors j'ai bien compris la nuance, hein, mais c'est vrai que tout de suite, moi, ça me fait penser à la très grande difficulté qu'on a quand on commence à discuter autour de soi. Là, je parle des citoyens lambda, hein, quand on commence à aborder ces questions-là. En fait, très très vite, les gens vont répondre « Oui, mais il faut pas rêver. Comment est-ce qu'on va faire pour changer tout le système ? Je veux dire, c'est en haut que ça se décide, etc., etc. » Et c'est une vraie difficulté. En fait, la question récurrente qui revient toujours dès qu'on commence à penser à des solutions, des pistes, etc., c'est comment faire basculer le système actuel, qui a quand même une très très lourde responsabilité dans toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc là, ce que je voudrais dire, c'est que probablement la clé, c'est justement la dimension locale. C'est justement l'amorce du mouvement par petits pas et surtout en localité, c'est-à-dire entre personnes qui se connaissent, entre personnes qui peuvent tisser des liens, réseauter et recréer le lien de confiance qui est absolument indispensable pour utiliser correctement un outil monétaire. Et donc, je dirais que, en fait, plutôt que d'attendre, et là je rejoins complètement ce que Ariane disait, c'est-à-dire que on n'est plus en situation maintenant d'espérer quoi que ce soit, à mon avis, de nos institutions. Si on attend que les décisions viennent d'en haut, ben on pourra toujours attendre et elles n'arriveront jamais. Je crois qu'on est maintenant un certain nombre à en être convaincus. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont descendus dans la rue ces dernières années, etc. Et c'est loin d'être fini parce que on a ces décisions pyramidales autoritaires qui sont de plus en plus autoritaires, hein, quelque part, parce que les enjeux sont là. Et on voit bien que finalement les solutions proposées, en fait, ne font que pérenniser le système, voire même aggraver les situations qu'on rencontre. Donc, je reviens à la dimension locale. En fait, c'est en plus de ça la seule chose qui est en notre pouvoir, nous citoyens, à la base. Là, on peut d'ores et déjà commencer localement à faire bouger les lignes. Et je dirais que si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la création monétaire, le grand intérêt de développer tout un réseau de monnaie locale comme ça a déjà commencé à se faire en France, mais comme ça se fait dans le monde entier, il y a quand même beaucoup de pays qui développent des monnaies locales ou des alternatives monétaires de type crypto-monnaie comme la June. C'est quand même très très intéressant l'expérience de la June en France, qui tisse également des réseaux locaux d'échange et de production. En fait, le grand intérêt, c'est que c'est probablement la première étape vers la récupération de la création monétaire. Et cette création monétaire, ne serait-ce qu'à l'échelle locale, à ce moment-là, c'est probablement la première étape qui permettra de stopper le système financier prédateur qui a absolument le pouvoir, surtout aujourd'hui, en fait. Et donc, c'est assez optimiste. C'est une vision un petit peu optimiste que j'essaye de proposer là, c'est-à-dire que, en fait,
plutôt que à chaque fois de se dire mais on va jamais réussir à changer ce système tellement il est imposant, tellement il est énorme et tellement on est impuissant face à lui. En fait, je crois que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que en travaillant localement, en s'investissant dans ces initiatives qui, pour l'instant, ne font pas peur au système financier, mais qui permettent d'expérimenter et de créer des vrais réseaux fiables, solides et des vrais liens de confiance. À partir de là, ne pas perdre de vue que l'étape d'après, c'est qu'on pourrait très bien se réapproprier la possibilité de création monétaire, au moins sur ces échelles locales. Et en fait, même si aujourd'hui c'est interdit par la loi, il est tout à fait envisageable qu'en cas de crise majeure, et je crois que tout le monde a conscience que elles sont assez inévitables, il y a un moment où on pourra être en situation de remettre en question ce principe qui, pour l'instant, est le principe légal, pas de création monétaire comme ça en dehors du système bancaire. En fait, on pourra probablement un jour arriver à une situation où on pourra commencer à créer nous-mêmes nos monnaies localement, c'est-à-dire à décider souverainement, par petits groupes, quel est l'usage qu'on veut faire de ces monnaies et, s'il le faut, la fabriquer nous-mêmes pour tel objectif ou pour tel projet. Et là, ça rejoint complètement ton projet de monnaie pour le bien commun. Mais c'est vrai, comme tu disais, Ariane, tout à l'heure, peut-être que c'est plus réaliste de commencer déjà à aller dans cette direction à l'échelle locale jusqu'à l'échelle régionale, plutôt que d'essayer d'attendre que quelqu'un arrive à l'imposer, le proposer, puis l'imposer d'emblée à l'échelle nationale. Donc, par petits pas, par petites étapes, et je crois que c'est déjà commencé en fait, ce que je suis en train de raconter, on pourrait très bien continuer à tisser dans la légalité tout ce réseau d'échanges locaux basés sur des outils monétaires locaux, que ce soit en crypto, que ce soit en monnaie locale pure, en attendant la bonne opportunité où finalement on se sépare vraiment de la parité avec l'euro et à partir de là, on peut être en situation de créer notre propre monnaie pour nos propres projets locaux. Bon, si on arrive à ce stade-là, alors là, je fais le pari que derrière, le système financier général global s'effondre. S'effondre parce que si les gens localement arrivent à s'autonomiser, arrivent à retrouver une souveraineté par le biais d'une création locale, création monétaire même locale, à partir de là, les bulles financières, l'argent artificiellement créé, qui actuellement n'est plus que échangé sur les marchés secondaires, mais qui est complètement déconnecté de l'économie réelle, ne fera pas le poids par rapport aux échanges locaux avec des outils monétaires locaux qui, eux, ne s'occuperont que d'économie réelle, même si c'est l'économie locale, et de projets concrets pour le bien commun, dans l'idée de la monnaie dont tu parles. Voilà. Je suis très proche de tout ce que tu dis et de ce qu'Ariane commente aussi. Je ne crois pas non plus véritablement dans les institutions. Je ne sens aucune volonté politique aujourd'hui et d'évolution possible des institutions à court terme. Et de toute façon, j'ai dans cette proposition une vision quand même très inversée. Les choses ne viennent pas d'en haut, elles partent de la base. Toute la réflexion et tous les projets partent d'en bas. C'est uniquement dans l'organisation des choses après que les choses restent à penser. Mais dans cette proposition, il y a une volonté de répondre à l'urgence. C'est-à-dire que tu parlais tout de suite d'une évolution à petits pas, et ben oui, je crois que c'est incontournable. Vu le paysage des choses actuellement, ben c'est effectivement par les expériences alternatives qui peuvent exister sur le plan monétaire, mais pas que d'ailleurs, parce qu'il y a toutes sortes d'autres alternatives dans le contenu des choses. Mais bref, c'est dans ces expériences qui se développeront
que la solution arrivera à la fin. Moi, j'ai cherché à vouloir mettre en perspective ces actions locales, parce que j'ai commencé moi d'abord par m'impliquer dans les monnaies locales, puis j'ai vu que derrière ça, il fallait pouvoir avoir une vision plus globale, et puis j'en suis arrivé aussi à constater, à cause justement du fait que ces monnaies locales sont pour le moment encadrées et appuyées sur l'euro, ben je vois bien que par exemple, tout l'aspect social, on n'arrive pas à y répondre. Donc on reste toujours dans la logique de devoir gagner sa vie. Et que même si on est dans des activités, disons, plus éthiques et plus responsables, ça reste quand même encore la nécessité d'avoir un revenu à la fin du mois et qu'on est emprisonné là-dedans. Donc cette notion de bien commun, pour moi, elle ne peut être bien servie que si on change de modèle de création monétaire, que c'est la création de la monnaie est faite pour servir le bien commun, identifié, reconnu et admis. Et ça, pour l'instant, les monnaies locales et toutes nos monnaies ne peuvent pas encore servir ça. Mais il faut aller vers ça. Et effectivement, ce sera peut-être la voie des petits pas qui nous y conduira, parce qu'en même temps, c'est toute une évolution de nos consciences qui est nécessaire. Bon, malgré l'urgence, ce sera peut-être ça qui nous y conduira. Mais attention, parce que oui, nos monnaies locales, c'est bien, mais quand on va consommer local, il ne faut pas oublier que dans les magasins et chez les commerçants locaux, eh bien, ce sont des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, il y a cette exigence aussi de comment emmener, comment permettre à des commerçants, à des professionnels, à des gens qui ont une activité dont ils attendent un revenu, de prendre aussi le risque de changer leur fournisseur, de prendre le risque de voir peut-être des produits plus éthiques et plus responsables, mais plus chers. Il faut qu'il y ait vraiment une coïncidence entre l'offre et la demande et que nos consciences évoluent au même pas, quoi. Donc, peut-être qu'il faut prendre ce temps-là et c'est peut-être la meilleure des solutions. Mais dans tous les cas, même si demain, par une conscience X, nos institutions ou un nouvel État ouvrait le débat. Et on a vu d'ailleurs par comme une expérience récente, qui était la Convention citoyenne pour le climat. On voit qu'il y a, sur une intention, on voit qu'il y a eu une production de la part des citoyens en un temps record d'idées qui auraient peut-être fait débat dans la société, j'en sais rien, mais on voit que c'est possible. On voit que c'est possible, mais c'est uniquement justement le jeu des institutions qui ne va pas jusqu'au bout et qui nous manipule avec tout ça. Donc oui, moi aussi j'ai cette méfiance des institutions. Je crois tout à fait dans le local. Il faut que les choses partent dans le local, car c'est sur le terrain, avec toutes les diversités d'ailleurs qu'il peut y avoir dans les problématiques locales. C'est de là que doivent partir les choses. Mais bon, il y a tout un débat et toute une réflexion commune à jouer, mais ça n'a pas été préparé. On a été depuis des décennies juste éduqués à aller mettre un pied dans une urne pour décider de qui va prendre en charge mon bonheur et qui va décider à ma place. Et on est dans ce confort qui nous permet de nous plaindre, mais certainement pas de prendre nos véritables responsabilités. Merci Philippe. Là, on arrive à 1 heure, donc on va peut-être faire un petit tour de conclusion. Je voudrais juste, il y a une question qui me semble importante. Vous semblez oublier une chose importante, c'est l'égalité. Comment un commerçant peut-il faire pour utiliser une autre monnaie décorrélée de l'euro vis-à-vis du fisc? Dans la proposition que je fais, ce serait tout à fait légal. Et aujourd'hui, les monnaies locales sont tout à fait légales. Elles sont reconnues par une loi de juillet 2014. Et tout ce qui est vendu, ou du moins cette monnaie locale, est en comptabilité traduite en euros, et donc la fiscalité s'applique. Donc là, ce sont des points de détail qui ont leur solution. Tout est dans la volonté politique. Il n'y a aucun obstacle à faire circuler plusieurs monnaies. Il n'y a aucun obstacle. On a tous les outils qu'il faut pour ça. Ariane ? Oui, justement, pour compléter, je voulais rappeler que dans la loi, en fait, on est obligé de payer
nos taxes et nos impôts en euros. Par contre, on peut accepter n'importe quelle unité, n'importe quoi en échange d'un service ou d'un bien qu'on veut vendre. Et c'est là la subtilité, en fait. Souvent, les gens pensent qu'on est obligé de payer en euros. Non, ça c'est faux. C'est deux personnes peuvent très bien s'échanger plein de choses en noisettes si elles veulent, etc. La seule chose que va demander l'État, c'est que sur cette transaction valorisée en monnaie et qui doit être officielle, elle récupère en TVA, par exemple, le montant qui lui revient. Donc, on est obligé de payer les taxes et les impôts en euros, mais tout le reste, on peut payer en ce qu'on veut. Et c'est comme dit Philippe, c'est pour ça qu'on n'a aucun problème. Il n'y a rien d'illégal à payer dans d'autres unités. Ça, on a déjà le cadre légal pour le faire. Et là où dans la proposition de Philippe, et puis aussi ce que dit Jérôme Blanc, Marie Farr régulièrement, c'est que pour le changement d'échelle, notamment pour l'utilisation des monnaies locales, ou on pourrait imaginer pour d'autres monnaies, c'est le fait que l'État se mette enfin, ou les collectivités territoriales, à accepter en paiement des taxes et des impôts, enfin d'autres unités que les seuls euros. Et c'est déjà, et effectivement, c'est faisable et c'est un débat public qui doit s'ouvrir où une territorialité, enfin une collectivité territoriale pourrait très bien accepter sa monnaie locale en paiement de différentes taxes locales et c'est pas un problème en soi. Donc je rejoins complètement Philippe là-dessus. On peut le faire. Le seul frein, il est politique. Voilà. Absolument. Voilà. Et puis, je crois qu'on est invité à conclure. Donc, c'est juste pour vous dire merci beaucoup pour ces échanges. Et puis, j'étais ravie de dialoguer avec vous. Alors, bien sûr, j'ai encore plein de questions qui sont venues par rapport à ce que vous avez dit. Mais comme on va essayer de respecter le temps, on aura peut-être l'occasion d'échanger plus en détail encore pendant les ateliers de Prenez Place sur des petits détails de différentes propositions, etc. En tout cas, merci beaucoup pour ce dialogue. Merci à vous deux. Vas-y, Henri, je t'en prie. Je te laisserai la parole pour conclure. Philippe, pour ma part, en fait, c'est la première fois que je rencontre Philippe Desrudères et donc j'en profite pour te remercier en public parce que vraiment tu fais partie des quelques auteurs qui m'ont ouvert les yeux et je pense à ce livre sur la dette, une affaire rentable. Alors là, un livre vraiment très accessible, très facile à lire. J'ai pas trouvé mieux. Et vraiment, voilà, je pouvais pas ne pas profiter de l'occasion pour te remercier pour tout ça. Merci. À bientôt, Philippe. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier le co-auteur qui est André Jacobek, qui a beaucoup œuvré et qui a apporté beaucoup son travail. Vous étiez tous les deux co-auteurs, absolument. Oui, il y a plusieurs bouquins qu'on a écrits ensemble. Voilà. Juste une chose que je voudrais préciser en conclusion. Cette proposition que je fais, c'est vraiment une proposition en ayant pleinement conscience que c'est un sujet de société. On est à une époque aujourd'hui où les citoyens que nous sommes devons prendre à bras le corps notre devenir. On est face à des défis qui sont absolument considérables. Je reste optimiste quant à la finalité. Je pense qu'il y aura quand même des turbulences dans notre voyage et on est embarqué dedans depuis le début de ce siècle. Donc, ce que je propose n'est pas un modèle figé, mais au contraire une base de réflexion que j'aimerais voir peu à peu occuper la place publique et le débat. Je fais partie en même temps d'un autre groupe qu'on appelle le think tank, qui s'appelle les éconologistes, où notre objectif, c'est d'arriver à une convention citoyenne sur la monnaie, où il pourrait y avoir justement un vaste débat citoyen autour de la monnaie, autour de la question monétaire, dans le but justement que le citoyen se réapproprie cet outil, qui pour l'instant, dont il est complètement séparé pour l'instant, puisqu'il y a même au niveau politique, séparation entre pouvoir politique et avec le pouvoir monétaire. Donc on est dans deux sphères différentes qui fait que quel que soit le débat politique, c'est en fin de compte le financier qui décide en fin de compte de ce qu'il va financer ou de ce qu'il ne va pas financer. Bon, donc il faut absolument sortir de ça. Ça demandera probablement du temps, et ça demande beaucoup de réflexion parce que, comme tu disais, Henri, rares encore sont les personnes qui se posent des questions au sujet de la monnaie au dehors de « il faut en avoir pour en vivre », mais tout
tellement de choses de notre quotidien, de notre vie, est tellement conditionné par ce rouage qu'on ignore, donc on ne sait pas comment on peut être manipulé par ça, comment ça nous habite, comment ça conditionne nos comportements en même temps, combien ça nous oriente, ne serait-ce qu'à devoir gagner sa vie, c'est déjà quelque chose d'épouvantable, de pouvoir passer sans doute à côté de notre vie, parce que chaque être humain naît avec son unicité et son potentiel, mais au nom du devoir gagner notre vie, très souvent, on va jusqu'à notre mort passer complètement à côté parce qu'il nous faut ce chèque à la fin du mois. Et donc, il est temps, en ce 21e siècle, de redonner du sens à tout ça, de nous reconnecter. C'est pour ça que mon véritable ambition, c'est de réconcilier l'intérêt particulier avec l'intérêt collectif. Merci à Prenez Place. Merci à vous. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous. Merci. Merci. À bientôt.